Révision de l'univers technologique, sciences et technologies de quatrième secondaire. Ce document, vous pouvez vous le procurer sur le site internet patiosciences.com. Il est en format PDF. Vous pouvez le faire imprimer pour pouvoir annoter. Alors, l'univers technologique représente 28% de l'examen de fin d'année. Nous avons dans la partie A, choix de réponse, une question. Dans la partie B, petit développement, une question. Et l'analyse technologique compte 5 questions. Les annexes, l'annexe 4, des formules et des constantes, n'est pas vraiment utilisée pour l'univers technologique. Même chose pour le tableau périodique. L'annexe 3 n'est pas vraiment utilisé. On commence l'univers technologique. Les caractéristiques des liaisons des pièces mécaniques. Nous avons 8 noms à apprendre par cœur, mais lorsqu'on vous demande des caractéristiques de liaison, il faut en donner 4. Lorsque deux pièces sont liées entre elles, il y a des caractéristiques associées à la liaison. Nous avons le choix entre direct ou indirect. Donc, c'est une de ces deux caractéristiques. Maintenant, la liaison directe, elle permet d'assembler des pièces sans organe de liaison. On ne retrouve pas de vis, on ne retrouve pas de clous, on ne retrouve pas de rivets. Alors, c'est une liaison directe. Les pièces à ce moment-là doivent avoir des formes complémentaires. Un exemple, les pièces d'un casse-tête. Alors, ça, c'est un mot à apprendre par cœur, la liaison directe. Ensuite, la liaison, elle est soit directe ou indirecte, pas les deux. Alors, si vous avez une liaison indirecte, et c'est très important de prendre les termes propres à la technologie, donc c'est pour ça que ces mots, il faut les apprendre par cœur. Alors, une liaison indirecte, nous allons retrouver un organe ou plusieurs organes de liaison. Donc, exemple, un clou, une vis, de la colle, etc. Un exemple de cela, une roue d'auto qui est fixée à l'essieu à l'aide de vis et d'écrous. Maintenant, une deuxième caractéristique de liaison, c'est soit démontable ou indémontable, l'un ou l'autre, pas les deux. Alors, la liaison qui est démontable, elle permet de séparer les pièces qui sont liées sans les détériorer, donc sans briser l'une ou l'autre des pièces, ou même sans briser l'organe de liaison. Un exemple, lorsque vous avez deux pièces qui sont fixées, qui sont liées à l'aide d'une vis que vous pouvez dévisser, donc on ne brise pas la vis, on ne brise pas de pièces. Alors ça permet de séparer les deux branches, par exemple, d'une paire de pinces. Il y a aussi des ciseaux qui sont liés avec une vis. À ce moment-là, la liaison est démontable. Aucune pièce n'est brisée et l'organe de liaison aussi reste intact. Si les deux pièces liées entre elles ne sont pas démontables, mais bien plutôt indémontables, à ce moment-là, lorsque nous allons séparer une des deux pièces, nous allons briser, nous allons détériorer l'une d'entre elles ou bien l'organe de liaison. Un exemple, les briques d'un mur de briques qui sont collées avec du mortier,
On ne peut pas démonter le mur sans endommager les briques ou bien le mortier, qui est l'organe de liaison. On peut avoir aussi des ciseaux qui sont liés avec un rivet. Alors à ce moment-là, il faut briser le rivet pour pouvoir séparer les deux lames d'une paire de ciseaux. Une troisième caractéristique de liaison, elle est soit rigide ou bien élastique, pas les deux en même temps. Alors rigide, c'est une liaison qui ne permet aucune déformation des éléments assemblés. Exemple, un petit banc, nous avons les quatre pattes. Alors ici, les pièces d'un petit banc ne peuvent changer de position. Alors à ce moment-là, la liaison, elle est rigide. Élastique. Donc c'est soit si elle n'est pas rigide, elle est, cette liaison-là, élastique. Exemple, ça permet aux pièces de se déformer. Une liaison est élastique lorsqu'il y a présence d'un organe de liaison qui est élastique ou d'un matériau qui est élastique, qui assure un mouvement de rappel. Souvent, lorsqu'une liaison est élastique, nous avons une pièce qui va revenir à sa position à l'aide d'un matériau élastique. Par exemple, ça peut être un élastique, ça peut être une membrane de caoutchouc, ça peut être un ressort qui ramène la pièce à sa position. On appelle ça un mouvement de rappel. Un exemple, la suspension d'un vélo, la suspension d'une automobile. Ça ramène l'automobile à sa position initiale. Donc, ce sont des liaisons élastiques. Par contre, il est faux de croire que la liaison entre un pneu et sa jante est une liaison élastique. Donc ça, c'est simplement le pneu qui va se déformer, mais ce n'est pas une liaison élastique. C'est simplement le pneu, lorsqu'il va passer dans un trou, par exemple, qui va subir une contrainte, qui va se déformer, mais ce n'est pas du tout une liaison en fait, c'est le caoutchouc que cette propriété-là, donc le caoutchouc du pneu, que la propriété d'être élastique. Ce n'est pas une liaison entre la jante, communément appelée le rim, là, qui est élastique, avec le pneu qui est installé, donc qui est lié. Donc, il faut faire attention. Au contraire, c'est une liaison qui est rigide, car il n'y a pas de mouvement de rappel entre les deux composants. Donc la jante ne rappelle pas le pneu ne rappelle pas la jante. Dans ce cas-ci, c'est plutôt le matériau, comme je l'expliquais tantôt, le matériau, le pneu en fait, qui est élastique. Donc c'est le matériau qui est élastique, c'est le caoutchouc, c'est pas la liaison. Donc faut faire attention. Maintenant, une quatrième caractéristique de liaison, il faut dire soit le mot complète ou partielle. C'est quoi une liaison complète? Eh bien, ça ne permet pas aux pièces de bouger l'une par rapport à l'autre. Si une pièce bouge, par exemple, elle va entraîner l'autre pièce dans le même mouvement. Souvent, on va dire que les pièces sont solidaires, donc des pièces solidaires. Alors, lorsqu'on en bouge une, l'autre est entraînée. Exemple, la poignée d'une pelle ne peut pas bouger sans entraîner le manche dans son mouvement. Si la liaison n'est pas complète, elle est partielle. Une liaison partielle, c'est que les pièces peuvent bouger l'une par rapport à l'autre. Une des pièces peut bouger sans que l'autre ne se déplace. Donc, il y en a une qui peut bouger sans que l'autre se déplace. Ou bien, une bouge l'une par rapport à l'autre. Donc, ça peut être une des deux pièces. Une liaison est partielle lorsque les composants liés doivent bouger les uns par rapport aux autres
dans l'ensemble pour faire fonctionner l'objet. Donc, pour que ça puisse faire fonctionner l'objet. Une liaison partielle peut aussi impliquer un guidage. Donc, souvent, c'est ce qu'on va retrouver. Exemple, les roues d'une planche à roulettes peuvent bouger sans entraîner le support auquel elles sont fixées dans le même mouvement. Donc, c'est impossible. Les planches à roulettes, on peut avoir simplement les roues qui vont bouger, qui vont sans entraîner la planche comme telle. Donc, c'est partiel. Les roues peuvent bouger sans faire bouger la planche. On peut retrouver le même principe avec des patins à roulettes. Alors, ce sont les 8 mots pour les caractéristiques de liaison qu'il faut apprendre. Par contre, il faut en donner juste 4 parmi ces 8. Donc, si on donne pour une liaison, on peut donner soit complète ou partielle, mais pas les deux. On peut donner rigide ou élastique, mais pas les deux. Donc, une des deux, c'est ce qui fait 4 liaisons, 4 caractéristiques de liaison. Voyons maintenant les fonctions de guidage. Le guidage est la fonction d'un organe qui dirige le mouvement d'un composant mobile selon une trajectoire précise. Un guidage implique un mouvement entre les composants. Il n'y a donc pas de guidage dans une liaison complète. Alors, si vous avez deux pièces qui sont liées et que la caractéristique de liaison, une des caractéristiques de liaison, c'est d'être complète, comme par exemple une pelle avec son manche, alors on ne peut pas parler à ce moment-là d'un organe ou d'une pièce qui sert de guidage. Alors voyons ici un guidage qui est en rotation. Ce guidage est assuré par le trou ici. Alors vous avez la liaison, donc on a l'essieu qui passe dans le trou et qui s'attache à la roue. Il va avoir une liberté de mouvement qui va être un mouvement de rotation pour la roue, mais qui est assuré par le trou. Un organe de guidage n'est pas nécessairement une pièce, ça peut être un trou, comme dans l'exemple ici, ce trou assure le guidage en rotation de la roue. Ça peut être une encoche, ça peut être un rail, par exemple pour une porte patio, pour une fenêtre coulissante. Si on enlève l'organe de guidage, ou même ici dans notre exemple le trou, alors les pièces ne se tiendront plus entre elles. Les types de guidage. Alors, ce que nous avons le guidage en rotation. Donc, une pièce pourrait assurer un guidage en rotation. Ça permet de diriger le mouvement circulaire de l'organe guidé. On pense entre autres aux charnières, ce qu'on appelle les pentures. Exemple, qui lie l'écran du portable ici à la base. Attention, le mouvement de rotation, ça peut faire un arc ou bien un demi-cercle. Donc, un demi-cercle, tout simplement, ou un arc, une courbe, tout simplement. Alors ici, ce n'est pas nécessairement un rond complet. Alors ici, les charnières assurent un guidage en rotation de notre écran de portable. Nous avons un autre guidage en translation. Dans les analyses technologiques, on pourrait demander le type de guidage, on pourrait demander l'organe de guidage, ce qui assure le guidage. Alors, faut être en mesure de reconnaître c'est quoi, par exemple, un guidage en rotation, en translation et hélicoïdal. En translation, ça permet de contrôler le mouvement en ligne droite de l'organe guidé. Par exemple, le pied à coulisse ou ce que j'ai mentionné tout à l'heure, lorsque vous avez la porte patio, la raille dans le bas de la porte patio
assure le mouvement en translation de la porte patio. Ça peut être aussi, exemple, les fenêtres coulissantes. Alors, les rainures vont assurer le mouvement en translation des fenêtres. Ici, c'est un pied à coulisse. Alors, nous avons euh, la mâchoire ici qu'on peut déplacer en translation sur la règle à l'aide d'une petite vis qu'on peut dévisser et par la suite, ça nous permet la liberté de déplacer la mâchoire de notre pied à coulisse. Un guidage hélicoïdal, en fait, c'est une combinaison d'un mouvement de rotation autour d'un axe et d'un mouvement de translation le long de ce même axe. Souvent, nous avons des filets qui vont nous assurer justement le guidage hélicoïdal. On pense, entre autres, au robinet extérieur de la maison, sur lequel souvent on va placer nos boyaux d'arrosage. Alors, lorsqu'on dévisse ici la poignée, elle va vraiment faire un mouvement de translation et en même temps un mouvement de rotation. Alors, c'est le mouvement hélicoïdal. Il faut apprendre le terme, la terminologie par cœur. C'est très important au niveau de la techno. Maintenant, les constructions et particularités du mouvement des systèmes de transmission du mouvement. On se rappelle qu'un système de transmission du mouvement, eh bien, c'est, par exemple, une rotation, donc une pièce qui est en rotation et qui va transmettre à une autre pièce le même mouvement. Donc ici, il faut penser au même mouvement. Alors, vous avez une pièce qui est en rotation et qui va entraîner une autre pièce, mais dans le même mouvement, donc ça veut dire de rotation. Ou bien, on pourrait avoir une pièce qui fait un mouvement de translation et qui va amener l'autre pièce dans le même mouvement. Alors, on appelle ça un système de transmission, un autre mot à apprendre par cœur. Allons voir ces systèmes qui transmettent des mouvements. Alors, vous les avez ici, il faut les apprendre par cœur. Vous avez la roue de friction, poulie et courroie, les roues dentées, les engrenages, les roues dentées avec chaîne et la roue et vis sans fin. Il faut apprendre par cœur ces systèmes et les relier à des systèmes de transmission du mouvement. Pardon. Alors, les roues de friction, les roues se touchent. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce système? C'est, supposons que la grande roue, c'est l'organe moteur, donc c'est la roue motrice, c'est la roue qui est menante. Eh bien, elle va tourner, donc c'est un mouvement de rotation. Supposons que je la fais tourner dans le sens horaire. Elle va donc transmettre son mouvement de rotation à la petite roue ici qui est menée. On n'oublie pas que lorsque les roues sont des roues de friction, qu'elles se touchent, vous allez avoir un mouvement, par exemple ici de rotation, de la grande roue qui est dans le sens horaire. L'autre va tourner dans le sens inverse, anti-horaire. On n'oublie pas que si nous avons plusieurs roues de friction, donc on peut en avoir une petite, une grande, une autre petite. Alors la rotation, c'est toujours la même chose. Si la première tourne dans un sens, l'autre va tourner dans l'autre sens, et ainsi de suite. L'autre aussi va tourner dans l'autre sens, et ainsi de suite. Alors, les roues de friction, ce qu'on retrouve de particulier, alors, il faut avoir un frottement suffisant entre les deux roues. Sinon,
il va y avoir un glissement. Donc, il y a des inconvénients à utiliser des roues de friction. Il y a des avantages. Ça prend un peu moins de place dans un boîtier, par exemple, d'un appareil. Alors ici, il faut s'assurer que les matériaux ne soient pas glissants l'un par rapport à l'autre. Donc, on peut avoir des membranes de caoutchouc, par exemple. Ensuite, c'est un mouvement c'est un système qui est réversible. Attention, la réversibilité ne veut pas dire qu'on peut tourner, par exemple, la roue en rotation et on peut donc la tourner, par exemple, dans le sens anti-horaire, puis ensuite dans le sens horaire. La réversibilité ne veut pas dire cela. La réversibilité veut dire que si vous avez l'organe menant, là je m'excuse sur le, la vidéo ici, en fait, nous avons, on ne voit pas très bien, mais sur votre document, vous allez le voir très bien. Alors, ma roue ici, c'est ma roue c'est mon organe qui est menant, donc c'est ma roue motrice. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un système qui est réversible? Si je prends la roue ici qui est motrice, je suis capable d'entraîner la roue menée dans un mouvement de rotation. C'est quoi un système réversible? Eh bien, si, à l'inverse, je prends l'organe mené et que j'essaie d'entraîner l'organe que j'avais au début menant dans un mouvement de rotation, alors le système est réversible. Donc, réversible, je le répète, ne veut pas dire qu'on peut tourner la roue d'un bord puis de l'autre. Maintenant, au niveau de ce système, nous avons un système lorsque l'organe qui est le plus gros est l'organe moteur ou menant. Nous avons un système d'augmentation, pardon, oui, donc d'augmentation de la vitesse. Alors, il faut que l'organe qui est menant soit plus gros que l'organe qui est mené. Pour parler de la grandeur de l'organe, menant ou mené, on peut parler de son rayon ou de son diamètre. Alors ici, c'est un système qui va aller rapidement. La petite roue va aller très très vite. Un système où nous avons une diminution de la vitesse, c'est l'inverse. C'est lorsque vous avez l'organe mené ici, qui est ma grande roue, qui est plus grande que l'organe qui est menant. Donc la roue motrice est plus petite à ce moment-là que l'organe qui est mené. Nous allons avoir une diminution de la vitesse. Les problématiques, on l'a mentionné tout à l'heure, on risque d'avoir un glissement lorsque nous avons une grande force qui est appliquée pour ce système-là de roues à friction. Maintenant, le système poulie et courroie, c'est encore un système de transmission du mouvement parce que là, il va y avoir une poulie qui va tourner, par exemple, dans un sens, en rotation, et à l'aide de l'organe intermédiaire, la courroie, c'est un organe intermédiaire, elle va entraîner, elle va transmettre son mouvement de rotation à la petite roue, à la petite poulie. Donc, et en plus, étant donné que nous avons un organe intermédiaire qui est la courroie ou une chaîne, par exemple, les deux vont être entraînés dans un mouvement de rotation, mais dans le même sens. Donc, si c'est dans le sens horaire, l'autre poulie sera entraînée aussi dans le sens horaire. Le sens de rotation, il est identique, à moins d'avoir une courroie en forme de 8. Alors, ça veut dire que notre roue, par exemple, notre poulie, si nous avons deux poulies, mais qui sont reliées avec une courroie qui forme un 8, à ce moment-là, si nous avons une courroie, pas une courroie, mais une poulie qui tourne dans le sens
horaire, l'autre va tourner dans le sens anti-horaire. C'est comme s'il y avait comme, entre guillemets, une friction entre les deux. C'est pas le cas, là. Mais c'est lorsque vous avez une courroie qui est en forme de 8, à ce moment-là, vous n'aurez pas le même sens. Par contre, si vous avez une courroie normale, vous allez avoir le sens de rotation qui sera le même. Maintenant, c'est un système réversible, même raison que pour les roues qui étaient à friction. Ça veut dire que si la grande roue ici, par exemple, c'est mon organe moteur ou ma roue, mon organe menant ou ma roue menante, elle est capable d'entraîner en rotation l'autre poulie. Dans ce cas ici, c'est des poulies. Si, par contre, je prends l'organe qui était mené, donc la petite poulie ici, par exemple, et que je lui fais subir une rotation, elle va être capable de transmettre cette rotation-là à l'autre organe qui était menant au départ. Donc, c'est ça la réversibilité. Ça ne veut pas dire que je peux tourner à gauche ou à droite ma poulie. Tout comme les roues de friction, le système de poulies et courroies, nous avons un système d'augmentation de vitesse si notre organe menant est plus gros. Donc ici, la grande poulie, c'est l'organe menant, et l'organe mené, lorsqu'il est tout petit, vous allez avoir une augmentation de vitesse. On peut penser, pour les vélos, je vais y revenir, les vélos, nous avons un organe intermédiaire qui est une chaîne. On va en parler tout à l'heure, comment on fait pour augmenter la vitesse au niveau du vélo. Si vous avez par exemple l'inverse, par contre l'inverse, c'est-à-dire la poulie menée ici, donc l'organe mené, et que l'organe qui est menant est plus petit, vous allez donc avoir un système avec une vitesse qui est plus petite. Dans ce système de poulies et courroies, nous pouvons aussi avoir un glissement. Donc la courroie peut glisser, les poulies peuvent avoir une gorge plus ou moins profonde dans laquelle la courroie peut s'introduire, mais même à ça aussi, il faut penser aux matériaux que nous allons utiliser pour éviter le glissement. Un autre système de transmission qu'il faut apprendre par cœur, roue dentée. Alors lui, je vais aller un petit peu plus vite. C'est un peu la même analogie qu'avec la roue de friction. Alors la rotation, n'oublie pas, si j'ai une roue qui va dans le sens horaire, l'autre ira dans le sens anti-horaire. Alors ça, c'est beaucoup plus précis. On a une précision du mouvement. Les dents, un avantage avec les dents, ça évite le glissement. C'est aussi un système qui est réversible. L'organe moteur peut devenir l'organe menant et vice-versa. Nous avons aussi un système d'augmentation de vitesse si la grande roue dentée est l'organe menant et que la petite est l'organe mené. Et à l'inverse, c'est un système de diminution de vitesse si nous avons la grande roue qui est l'organe mené et la petite qui est l'organe menant. Et nous avons, à cause des dents, l'absence de glissement. Par contre, on peut avoir de l'usure. Il faut lubrifier avec de l'huile pour empêcher, pour ralentir l'usure, donc les pièces de s'user. L'autre système de transmission, roue dentée et chaîne, c'est un peu le même principe que poulie et courroie, mais nous avons deux roues dentées avec des dents et nous avons une chaîne. C'est un peu comme votre vélo. Alors, il faut lubrifier souvent afin de limiter le frottement et l'usure. C'est un système qui est réversible, donc l'organe mené peut devenir l'organe menant et vice-versa. Nous avons aussi un système d'augmentation de vitesse. Alors souvent, lorsque vous avez votre pédale qui va être sur l'organe menant, mon organe menant qui est la grande roue dentée. Donc souvent ici, au niveau du vélo par exemple, si vous avez
Il y a plusieurs roues dentées, donc il peut en avoir deux ou trois à l'avant. Vous pouvez en avoir aussi euh, 7 à l'arrière ou 5. Alors ici, lorsque vous êtes vraiment sûr, donc le pédalier, lorsqu'il est vraiment euh, avec l'engrenage qui est grand, donc c'est l'organe menant. Alors l'organe menant, lorsqu'il est grand et que l'organe mené est petit, vous avez une augmentation de la vitesse. Alors ça va beaucoup plus vite. Un coup de pédale vous fait avancer beaucoup plus rapidement. À l'inverse, si vous avez plutôt l'organe mené qui est grand et l'organe menant qui est petit, vous allez avoir une diminution de la vitesse. Donc, vous pédalez, mais vous avancez pas rapidement. À cause de la chaîne et des dents, nous avons l'avantage d'avoir l'absence de glissement. Le dernier système de transmission du mouvement, c'est la roue et vis sans fin. Toujours à apprendre par cœur, très, très, très important. Et ce qu'on doit retenir, c'est que la vis sans fin est toujours l'organe moteur, l'organe menant. Et c'est lui qui va entraîner dans un mouvement de rotation, donc l'organe menant qui est notre vis sans fin, va avoir un mouvement de rotation et va entraîner dans un mouvement de rotation l'organe mené. Alors ici, c'est toujours, on le répète, c'est toujours, on peut pas, donc la vis sans fin ne peut pas être l'organe mené. C'est pour ça d'ailleurs que c'est un système non réversible. Si on fait tourner la vis sans fin, ça transmet le mouvement de rotation ici à la roue dentée. Mais si on fait tourner la roue dentée, on ne pourra pas faire tourner, donc on ne pourra pas entraîner en rotation la vis sans fin. Ça ne fonctionnera pas, ça va comme barrer. Alors c'est non réversible. La vis sans fin est toujours l'organe menant, donc je l'ai mentionné, on peut le souligner. Ça permet d'appliquer une grande force avec peu d'effort. C'est ça l'avantage d'utiliser une vis sans fin. Donc roue et vis sans fin. Ça nous permet d'appliquer une très grande force, mais on force pratiquement pas lorsqu'on active la vis sans fin. Il n'y a aucun glissement. C'est un système très précis. Alors on l'a mentionné tantôt, il est non réversible. C'est seulement un système de diminution de vitesse, on l'a expliqué tantôt, parce que notre organe moteur est toujours plus petit que l'organe mené. Donc ça, il faut l'apprendre par cœur. Maintenant, au niveau des multiplicateurs de vitesse, parce qu'en voyant nos systèmes, on peut déterminer de combien de fois l'organe mené va aller plus vite ou moins vite que l'organe menant. Alors, on se souvient que pour calculer, on avait besoin, si nous avions par exemple un système, ça peu importe, là, ça peut être des systèmes de poulies. Je mentionnais tout à l'heure, c'est qu'on peut avoir soit une poulie, une roue dentée, peu importe. Alors, si c'est une poulie, on peut parler de son diamètre, donc, ou de son rayon aussi. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour trouver le multiplicateur de vitesse? On va aller localiser quel est l'organe menant, quel est l'organe mené. Supposons que mon organe ici qui est menant, c'est ma grande roue. On a vu tantôt que c'était un système d'augmentation de la vitesse et mon organe mené, c'est la petite roue. Alors, si on connaît le diamètre ou le rayon, on peut faire le rapport du diamètre de l'organe menant. Donc, supposons que j'ai 10 cm et ici 5 cm. Alors, pour connaître le multiplicateur de vitesse, on fait 10 cm divisé par 5 cm. Donc, toujours la valeur de l'organe menant sur la valeur de diamètre ou du rayon de l'organe mené. Ça nous donne 2. Ça veut dire que l'organe mené va 2 fois plus vite que l'organe qui est menant. Et par le fait même, c'est un système
où la vitesse augmente. Si jamais nous avons un système de roue dentée, il suffit simplement de compter les dents de notre roue, de notre organe qui est menant, et compter le nombre de dents de l'organe qui est mené, et on fait la même chose. On fait, on prend le nombre de dents de l'organe menant divisé par le nombre de dents de l'organe mené. Maintenant, la construction et particularité du mouvement des systèmes de transformation. Alors, il faut apprendre le mot par cœur, système de transformation. Alors, si on a à parler de pièces dans une analyse technologique, par exemple, si on vous demande quel type de système, c'est soit transmission ou transformation. Transformation, à l'inverse de transmission, c'est qu'on peut avoir une rotation, un mouvement de rotation, qui est transformé en mouvement de translation. Ou bien, on peut avoir un mouvement de translation qui va faire en sorte que l'autre pièce est entraînée dans un mouvement de rotation. Allons voir ces systèmes. Encore une fois, il faut les apprendre par cœur. Nous avons vis et écrou. Je m'excuse ici, là, c'est un « et ». Came et tige guidée. Ensuite, nous avons bielle, manivelle et coulisse. Et nous avons pignon et crémaillère. Alors, ces 4 systèmes, ce sont des systèmes de transformation du mouvement. Donc, si on regarde la vis et l'écrou, ici, on peut avoir deux conditions, deux façons. En fait, on peut avoir l'écrou qui est fixe. Alors, on va tourner la vis. La vis va être dans un mouvement de rotation et en même temps, vous allez avoir que ça va faire une translation. En fait, si l'écrou est mobile, on va avoir que l'écrou va monter ou descendre au niveau de la vis qui, elle, fait un mouvement de rotation et va entraîner à ce moment-là l'écrou dans un mouvement de translation. Alors, transformation possible, rotation vers translation. Ça permet de soulever des grandes charges. Il y a de la précision. Par contre, on retrouve du frottement dans ce système-là. Il est non réversible. Donc, on ne peut pas, si on a un mouvement de rotation pour la vis, donc on entraîne par exemple l'écrou dans un mouvement de translation, eh bien l'inverse ne se fait pas, donc c'est non réversible. Donc ça veut dire que si j'essaie de déplacer l'écrou en translation, ça ne va pas faire bouger ma vis en rotation. On pense, dans ce système-là, on va souvent retrouver un système comme celui-là pour les crics, pour soulever les automobiles dans le but de changer, par exemple, des pneus ou faire une réparation sous l'automobile. Came et tige guidée. Alors ici, ça transforme, les transformations possibles, c'est une rotation vers une translation. En fait, la came qui est ici, on peut avoir différents modèles de came qui vont qui vont tourner, donc faire une rotation, et ça va transformer un mouvement de rotation en mouvement de translation de la tige qui est guidée. Souvent, dans ce type de système-là, on retrouve un ressort qui permet de replacer la tige, donc de repositionner la tige. Alors, ça prend beaucoup de lubrification. Il y a l'usure des pièces avec ce type de système-là. Encore une fois, c'est non réversible. Ça veut dire que, en fait, c'est la came, lorsqu'elle va tourner, elle va transformer le mouvement de rotation ici en un mouvement de translation de la tige. Mais si on essaie de bouger la tige dans un mouvement de translation, ça n'entraînera pas la came dans un mouvement de rotation. Alors, c'est non réversible. Le système bielle, manivelle et coulisse. Alors, nous avons la bielle ici,
la manivelle ici, et nous avons c'est souvent les systèmes de pistons, hein? Alors ici, nous allons avoir la manivelle qui va être entraînée dans un mouvement de rotation et ça va transformer, donc ici par le biais de la bielle, là, le piston dans un mouvement de translation. Alors, transformation possible, rotation vers translation ou la translation vers rotation, c'est donc un système réversible. Je peux, en bougeant mon piston dans un mouvement de translation, entraîner ma manivelle dans un mouvement de rotation. Ce système-là a besoin de lubrification afin de diminuer le frottement, puis ça peut fonctionner, ça peut aller très très vite. Donc on pense par exemple au moteur lorsque nous avons justement les, euh, les pistons dans un moteur d'automobile. Donc ça va relativement rapide. Donc la chambre à combustion, donc au niveau du piston pour une automobile. Il y a plusieurs applications de la bielle, manivelle et coulisses. Le dernier système de transformation du mouvement, c'est le pignon et la crémaillère. Donc le pignon, c'est notre roue dentée ici, et la crémaillère, c'est notre pièce ici sur le long qui a des dents. Alors ça transforme une rotation vers une translation ou l'inverse, une translation vers une rotation. C'est donc un système qui est réversible. Alors ça veut dire que en fait, si nous actionnons le pignon dans un mouvement de rotation, la crémaillère va se déplacer dans un mouvement de translation. Alors ici, l'inverse, si nous déplaçons la crémaillère dans un mouvement de translation, nous allons être en mesure d'entraîner le pignon dans un mouvement de En fait, on va transmettre le mouvement de translation de la crémaillère à notre pignon dans un mouvement de rotation. Donc, c'est réversible. Si vous voulez plus de précision par rapport à cette matière, vous pouvez toujours aller voir les cours théoriques sur le site internet patiosciences.com. Donc là, c'est sûr que c'est de la révision. Je ne donne pas des exemples pour tous les systèmes. Mais en classe, nous en avions donné plusieurs. On en retrouvait plusieurs aussi dans le cahier d'exercice. L'ingénierie électrique. Alors, quel est le vocabulaire propre à l'ingénierie électrique? Alors, je le rappelle, hein, pour la technologie, c'est bien important d'avoir les bons termes qui sont reliés à la technologie. Alors, l'ingénierie électrique, aussi appelée génie électrique, c'est la branche de l'ingénierie qui traite des multiples applications de l'électricité. Un circuit électrique est composé de plusieurs composants ou de composantes. Ces composantes remplissent des fonctions très précises. Allons les voir. Alors, les fonctions, il faut les apprendre par cœur. Vous avez la fonction d'alimentation, de conduction, d'isolation, de protection, de commande, de transformation de l'énergie. Alors, c'est très important de les apprendre par cœur. Exemple, la fonction d'une pile, c'est une fonction d'alimentation. Il ne faut pas dire qu'une pile, ça donne du courant. Oui, ça fournit du courant, ça fournit de l'énergie électrique, mais sa fonction, c'est alimentation. Donc, il faut apprendre vraiment nos termes par cœur. Ça prend des mots très précis. Maintenant, la fonction d'alimentation, c'est assurée par la source d'alimentation qui fournit l'énergie nécessaire au passage d'un courant électrique dans un circuit. On n'a qu'à penser à la pile, la batterie, le dynamo, une génératrice, une prise de courant, etc. Je vais passer relativement vite au niveau de l'ingénierie électrique, c'est relativement simple. La fonction de conduction est assurée par le conducteur, donc un fil par exemple de cuivre. Ça permet au courant de passer dans l'ensemble du circuit électrique. Ça peut être assuré par une pièce de métal qui fait un pont
avec, pour fermer par exemple un circuit électrique. Ça peut être des lames de métal, fil de cuivre, un résistor, donc des fonctions de conduction. La fonction d'isolation, ça empêche la circulation du courant. Donc, on n'a qu'à penser, donc c'est assuré par l'isolant qui empêche la fuite du courant à l'extérieur d'un circuit électrique. On n'a qu'à penser aux gaines de plastique des fils électriques lorsqu'on a fait les circuits électriques. Donc, le plastique est un bon isolant. La céramique qu'on retrouve au niveau des poteaux de l'hydro, on va remarquer que souvent le fil électrique est déposé sur une pièce en céramique. Le verre, le caoutchouc, donc sont des isolants, donc ils ont des fonctions d'isolation. Une fonction de protection pour protéger les appareils qui fonctionnent à l'électricité, c'est assuré par toute composante d'un circuit électrique dont le rôle est de couper le passage du courant lorsque le circuit ne fonctionne pas normalement. On peut avoir une surcharge, on peut avoir une différence de potentiel qui augmente tout d'un coup ou une quantité de courant qui augmente tout d'un coup. Alors, qu'est-ce qui va protéger l'appareil électrique? On peut penser au fusible qui est souvent en plomb parce qu'il a un point de fusion qui est peu élevé. On peut penser le disjoncteur, par exemple. Sa lame de métal va se déformer avec la chaleur parce qu'une surcharge au niveau du courant électrique ou de la tension va amener de la chaleur et le disjoncteur va donc se déformer et va déclencher. Il va couper à ce moment-là le passage au courant électrique. Ensuite, nous avons la fonction de commande. En fait, tous les interrupteurs, donc la fonction de commande est assurée par un interrupteur qui permet d'ouvrir ou de fermer un circuit électrique. Pour connaître les noms des interrupteurs, par exemple dans une analyse techno, allez voir vos annexes dans l'examen et l'interrupteur va être nommé. Ça pourrait être, par exemple, un interrupteur à poussoir avec un bouton poussoir. Ça pourrait être un interrupteur magnétique. On n'oublie pas aussi que l'interrupteur, lorsqu'il est ouvert, le courant ne peut pas circuler. Lorsqu'il est fermé, le courant peut circuler. La fonction maintenant de transformation de l'énergie, alors l'appareil va consommer de l'énergie électrique et avec cette énergie électrique, il va transformer cette énergie-là en une autre sorte d'énergie. Ça peut être une énergie mécanique de mouvement, une énergie thermique, donc de la chaleur. Alors la fonction de transformation de l'énergie est assurée par la composante qui transforme l'énergie électrique en une autre forme d'énergie. On n'a qu'à penser à l'ampoule électrique qui consomme de l'énergie électrique et qui va la transformer en énergie lumineuse. Alors, dans le cas des ampoules incandescentes, en plus d'avoir de l'énergie lumineuse, on peut avoir de l'énergie aussi thermique. Donc, l'ampoule devient très chaude, ce qui n'est pas le cas pour les LED. On peut avoir aussi de l'énergie électrique qui est transformée en énergie thermique, la chaleur. Par exemple, le rond du poêle électrique, le grille-pain, la plainte électrique, etc. On peut avoir de l'énergie électrique qui est transformée en énergie mécanique. Il y a un mouvement à ce moment-là. Par exemple, les pales d'un ventilateur qui tournent, une cloche qui va s'activer, qui va bouger pour une alarme, un moteur qui va tourner, le haut-parleur qui va vibrer. Alors, nous avons un mouvement, donc la mécanique, ça veut dire un mouvement, donc on va avoir de l'énergie électrique transformée en énergie de mouvement. Je fais juste une petite parenthèse au niveau de la pile. La pile a une fonction d'alimentation, mais la pile, son fonctionnement, c'est qu'elle a, donc lorsqu'on parle juste de la pile seule, pas dans un circuit électrique, juste une pile. Alors, c'est une réaction chimique, c'est donc de l'énergie chimique. C'est même une réaction qu'on appelle d'oxydoréduction. Vous n'avez pas à apprendre ça par cœur,
Mais ce qu'on retient, c'est que la pile, elle, c'est de l'énergie chimique qui est transformée en énergie électrique. Donc, cette réaction-là d'oxydoréduction fait en sorte que ça fait de l'énergie qui est électrique. Et voilà. Alors, ça, c'est la pile qui est prise seule. On continue la technologie. Alors maintenant, nous allons aller voir les pièces dans un système peuvent subir des contraintes. Alors, les contraintes, ce sont des forces extérieures exercées sur un matériau et qui tendent à le déformer. De telles déformations ne sont pas nécessairement apparentes. On ne voit pas nécessairement la pièce se courber, par exemple. Alors, allons voir ici les différentes contraintes. Alors, les contraintes, bien entendu, sont associées bien souvent aux propriétés des matériaux. Donc, les propriétés des matériaux, on va les voir dans quelques instants. Alors, nous avons la traction. C'est le contraire de la compression. La traction a tendance à rallonger la pièce parce que nous avons une force de chaque côté et elles sont opposées. Donc, la pièce a tendance à se rallonger. On ne verra pas nécessairement le rallongement de la pièce, mais c'est ce que ça fait subir comme stress à la pièce. Ça la rallonge. Ensuite, le cisaillement, il y en a deux. Il y a le principe de l'échafaud. Hein, lorsqu'on maintient, par exemple, une petite terrasse, un patio, un petit patio au niveau d'une maison, donc on va travailler au niveau échafaud. Alors ici, nous avons au niveau du cisaillement, donc nous avons des exemples ici. Alors, nous avons une traction ici, une traction ici au niveau du cisaillement. Alors, je vais juste revenir ici, celui qui est plus un porte-échafaud qu'on appelle. Alors ici, vous avez une pièce, il y a une force vers le bas ici pour cette pièce, parce qu'elle maintient cette pièce-là, et une tension vers le haut. Alors, il va se créer ce qu'on appelle en physique un équilibre de translation, la tenségrité, et souvent on va être capable de tenir de petits balcons, par exemple, avec ce principe-là de cisaillement. On n'a qu'à penser aussi avec, quand je vous ai mentionné tantôt, on a l'échafaud. Donc, celui-là, c'est plus avec les ciseaux. Donc, ici, c'est plus avec lorsqu'on veut maintenir, par exemple, un petit balcon. Donc, je voulais juste faire la différence au niveau des deux. Mais vous avez le principe de cisaillement. On va probablement voir plus celui-ci dans des questions. Donc, le principe du ciseau, hein, les lames du ciseau. Une lame va vers le bas, une lame va vers le haut, et ça permet de découper une pièce. Alors, le cisaillement, c'est ça. Ensuite, vous avez la flexion. La flexion, ça nous prend un ou deux points d'appui. Alors, par exemple, le mât d'une girouette qui va subir cette contrainte-là de flexion. On peut penser aussi à un tremplin pour les piscines, par exemple, un plongeon nous permettant de plonger. Il va avoir un point d'appui. Nous avons aussi, si nous avons, par exemple, deux points d'appui ici avec une planche et que nous marchons sur cette planche-là, on peut peut-être ne pas voir la déformation, mais le stress il est quand même là. Donc, il va avoir une tension, une force qui va aller vers le bas et ça va stresser notre pièce. Alors, il faut avoir le matériau en conséquence des contraintes que nous avons. Alors, il faut avoir des propriétés, des qualités pour le matériau. La compression, on l'avait mentionné tantôt, c'est contraire à la tension, on l'avait mentionné pour la tension. La compression, plutôt, elle tend à rapetisser, hein, une pièce. Donc, le stress que subit la pièce, là, c'est qu'elle
on va pas nécessairement la voir devenir plus petite, raccourcir, mais c'est quand même le stress que la pièce va subir. Ensuite, nous avons comme dernière contrainte la torsion. Lorsqu'on va tordre, par exemple, un chiffon, lorsqu'on va tordre une pièce, alors vous avez une force dans un sens, une force dans l'autre. Alors, vous avez la torsion. Maintenant, voyons les caractéristiques des propriétés mécaniques. Pour définir la propriété mécanique d'un matériau utilisé dans un objet, il faut observer sa capacité à supporter une contrainte. Alors, c'est comme ça qu'on va choisir le bon matériau. Quelle est la contrainte que le matériau va subir? Quel est le choc que le matériau va subir? Alors, il faut penser en termes, oui, de matériaux, mais c'est quoi la contrainte? Alors, on va choisir le matériau en fonction de la contrainte. Un choc ou un impact sans se rompre lors d'une utilisation normale sur le matériau d'un composant dont est constitué un objet. Voyons les caractéristiques ici. Alors, la dureté, on n'a qu'à penser au diamant. Même le diamant, avec une pointe de diamant, on peut vraiment découper du verre, par exemple. Donc, propriété mécanique qui confère au matériau la capacité de résister aux rayures. Donc, si on essaie de faire une rayure, pardon, il n'y aura pas de pénétration possible, il n'y aura pas de déformation, on ne verra pas de traces, par exemple. Donc, la dureté du diamant, le diamant, c'est très, très dur. Donc, si on essaie de faire une rayure, on n'y arrivera pas. L'élasticité, qui est une autre caractéristique, donc on peut choisir un matériau, par exemple le caoutchouc, qui a cette propriété-là, un ressort. Donc l'élasticité, c'est une propriété mécanique qui confère au matériau la capacité de se déformer sous l'action d'une contrainte et ce qui est très important, le matériau va pouvoir reprendre sa forme initiale quand la contrainte va cesser. Alors, on peut penser à une bande de caoutchouc, une lame de métal, un, un ressort. La fragilité. La fragilité, c'est une propriété mécanique. Exemple, qu'est-ce qui est fragile? Le verre. Alors, c'est une propriété mécanique qui confère au matériau la capacité de se casser sans se déformer. Donc, le verre, lorsqu'il subit une contrainte, il ne peut pas se déformer, il va casser. Donc, si vous l'échappez par terre, il ne deviendra pas avec une bosse, puis après ça, cassé après, il va vraiment casser. Donc, il ne se déformera pas lorsque soumis à diverses contraintes. La résilience, on n'a qu'à penser par exemple à un pare-choc d'automobile, c'est une propriété mécanique qui confère au matériau la capacité de résister au choc en se déformant et de reprendre ensuite sa forme. La rigidité, c'est une propriété mécanique qui confère au matériau la capacité de garder sa forme initiale lorsque soumis à diverses contraintes. Donc, la rigidité, par exemple, un casque de vélo. Alors, il va garder sa forme lorsqu'il est soumis à des contraintes. La ductilité, on relie à la ductilité faire des fils, donc pouvoir les tirer sans que ça casse. Donc souvent les métaux sont ductiles. Le cuivre, par exemple, un fil de cuivre. Propriété de mise en forme associée généralement aux métaux, on le retient, la capacité d'être étiré en fil sans se rompre. Exemple, la ductilité du cuivre qui permet de l'étirer en fil. La malléabilité, on est capable de forger, on est capable, par exemple, avec le fer, de le réchauffer, même sans le réchauffer, même on peut, avec un morceau de fer, frapper avec un marteau dessus, et on va être capable de faire une feuille. Donc, pensez au tôle en aluminium, donc des feuilles d'aluminium. On est capable de le forger, de le frapper. On est capable de l'aplatir, de le courber, mais sans qu'il y ait de rupture. Alors à ce moment-là, on peut dire, exemple, que l'aluminium est malléable parce qu'on peut faire des feuilles d'aluminium. Attention, il y a un petit noté bien, très important ici.
La propriété mécanique d'une lamelle de plastique. Lorsque vous avez un morceau de plastique plat qui subit une contrainte de flexion, c'est l'élasticité, c'est pas la malléabilité. Donc, une membrane de plastique qui plie, hein, lorsque on lui fait subir une contrainte, euh, mais en fait, on n'a pas, le plastique n'est pas malléable, il est élastique. En fait, on ne peut pas dire que cette lamelle de plastique est malléable, car elle n'a pas été étirée en feuilles minces, on n'a pas frappé dessus, on ne l'a pas forgée, on ne l'a pas mis dans un laminoir dans le but de laminer, on l'a plutôt réchauffée pour la mouler. Donc, on l'a moulée à la place. Alors, on ne peut pas associer à des membranes de plastique une propriété qui est la malléabilité. Il faut associer plutôt élasticité. Maintenant, allons voir des définitions de propriétés de matériaux. Donc, encore une fois, il faut l'apprendre par cœur, ces termes-là. Il faut être en mesure de nommer la propriété. La conductibilité électrique, c'est une propriété physique qui permet à un matériau de laisser passer le courant électrique. Alors, si on vous parle d'un fil de cuivre, par exemple, et qu'on demande c'est quoi sa propriété, la propriété du cuivre, ben c'est d'avoir la conductibilité électrique. La conductibilité thermique, c'est souvent associé, hein, ces deux propriétés-là aux métaux. Donc, la conductibilité thermique, c'est aussi une propriété physique qui permet à un matériau de transmettre la chaleur. La légèreté, c'est une propriété physique qui qualifie un matériau ayant une faible masse volumique. Par exemple, les styromousses, les polystyrènes. La neutralité chimique, c'est une propriété chimique qui qualifie un matériau non chimiquement actif. Donc, le matériau ne peut pas réagir avec des produits chimiques. Donc, il peut résister aux agents chimiques. Alors, les plastiques, par exemple, vont résister assez bien. On a aussi, au niveau de certains, le carbone, par exemple, qui peut résister à des réactions, à des agents chimiques. La résistance à la chaleur, donc propriété physique qui permet à un matériau de résister à la chaleur, mais tout en conservant quand même ses propriétés mécaniques. La résistance à la corrosion. Alors, on n'a qu'à penser, on peut parler du carbone aussi, pour faire des cuves qui vont contenir, par exemple, des acides. Alors, propriété chimique qui qualifie un matériau résistant à l'action de substances corrosives. Donc, le mot le dit, hein, résistance à la corrosion. Par exemple, des contenants dans lesquels on va mettre des produits chimiques, des acides, du sel, etc. Il faut que cette substance-là, ces matériaux-là, puissent avoir comme propriété ou caractéristique de résister à la corrosion. Maintenant, les propriétés respectives de différents types de matériaux. Ça aussi, on va le voir relativement rapidement. On en a déjà parlé. Alors, conductibilité électrique, la céramique n'a pas de conductibilité électrique. C'est faible, très très faible, voire même nul. Par contre, les thermoplastiques, hein, oublions pas, on va le dire tantôt, on va le mentionner, on peut les récupérer, ceux-là. Hein, ils sont recyclables. Donc, on peut les récupérer parce qu'on peut on peut les faire chauffer, puis ensuite, on peut les remouler. Donc, c'est récupérable, c'est recyclable, un thermoplastique. Par contre, pas le thermodurcissable. Lui, il n'est pas récupérable. On ne peut pas le réchauffer pour lui donner une nouvelle forme. Alors ici, au niveau des différents matériaux, céramique, thermoplastique, thermodurcissable, ça va être important de lire les propriétés de chacun de ces matériaux. Donc, la conductibilité électrique, elle est faible ou nulle pour chacun. La conductibilité thermique, elle peut varier pour la céramique, mais elle est faible pour les thermoplastiques et variable pour les thermodurcissables. La dureté est très élevée pour les céramiques, variable pour les thermoplastiques, mais très élevée pour les thermodurcissables. Donc ça, ce tableau-là, il faut avoir ça dans la tête. Alors, l'élasticité, la conductibilité,
Au niveau des céramiques, c'est nul, hein, c'est pas élastique. Ça ne se déforme pas pour reprendre sa forme après la contrainte. Au niveau des thermoplastiques, l'élasticité, elle est très élevée. C'est variable pour les thermodurcissables. La neutralité chimique, c'est très élevé pour la céramique. Même chose pour les plastiques, thermoplastiques. Mais pour les thermodurcissables, c'est variable. Pour la rigidité, c'est très élevé pour la céramique. Variable pour les thermoplastiques et élevé pour les thermodurcissables. Donc, si on vous demandait pourquoi qu'on choisit un matériau, par exemple, est thermodurcissable, pourquoi on pourrait l'utiliser pour un pare-choc d'une automobile, ben, à cause de sa rigidité. La résistance à la chaleur, très élevée au niveau des céramiques, variable au niveau des matériaux thermoplastiques, très élevée pour les thermodurcissables et c'est pour ça qu'on ne peut pas les récupérer, on ne peut pas les faire chauffer dans le but de les remouler de nouveau. Ensuite, nous avons résistance à la corrosion, c'est quand même élevé au niveau de la céramique, élevé au niveau aussi des plastiques. La résilience, alors c'est ici, on se rappelle, il n'y a pas de déformation, ça casse tout de suite, hein? Donc, pour les céramiques que vous échappez par terre, ça casse. Ça ne se déformera pas en premier lieu, ça va casser, comme la vitre. Alors, pour les plastiques, la résilience, elle est très élevée. Donc, pour les thermoplastiques, même chose pour les thermodurcissables. Maintenant, allons voir la petite note que j'avais mentionnée tout à l'heure. On retient que les thermoplastiques ramollissent sous l'effet de la chaleur. Il est possible de les mouler, donc de leur donner la vie, faire un nouveau matériau avec. Ils vont conserver leurs propriétés après avoir été chauffés. Ils sont donc recyclables. Alors, ce n'est pas le cas pour les thermodurcissables. Ils ne sont pas recyclables. Voyons maintenant les modifications des propriétés. Pour ne pas qu'un matériau se détériore, il y a des traitements qu'on peut faire pour les différents matériaux. Donc, on peut vous demander, pour ne pas qu'une pièce se dégrade, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire un traitement utilisé pour contrer la dégradation des matériaux concernant l'ensemble des matériaux, plastique, métaux, céramique, bois. Il peut s'agir de faire un plaquage avec du zinc. Par exemple, on fait ça avec la tôle. Lorsqu'on ne veut pas que la tôle s'oxyde, on va mettre du zinc. On appelle ça faire de la galvanisation. On peut faire des traitements anti-rouille pour les pièces de métal pour empêcher la rouille. On peut appliquer de la peinture, de la teinture, de la peinture sur le bois, du vernis sur le bois, de la peinture sur du métal. Donc, on peut rendre aussi, on peut avec le vernis rendre un morceau de bois imperméable, donc moins de risque d'avoir des champignons. On peut ajouter des pigments ou des antioxydants au plastique, par exemple, pour qu'ils puissent résister aux rayons du soleil, etc. Donc, ce sont des petits gestes qu'on peut faire dans le but d'éviter la dégradation d'une pièce, dans le but de la protéger. Ça termine l'univers technologique.